Bienvenue à cette exploration approfondie. L'Algérie, un nom qui évoque immédiatement un géant de l'énergie, pilier de l'approvisionnement en gaz de l'Europe depuis des décennies. Oui, c'est l'image classique. Exactement. Mais est-ce que les fondations de ce statut sont toujours aussi solides? On a reçu pas mal de documents et franchement, le tableau qui s'en dégage est plus complexe. Beaucoup plus complexe, oui. On voit des défis internes assez considérables, une concurrence régionale qui monte, des échos historiques aussi, et puis des enjeux environnementaux très pressants. Tout à fait. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de décrypter ensemble ces pressions sur le secteur énergétique algérien, comprendre un peu la réalité derrière l'image. Bon, alors on y va, déballons ça. Oui, alors la matière qu'on a est riche et très diverse. On a des analyses économiques, géopolitiques vraiment pointues sur la situation actuelle du gaz algérien. D'accord. Et puis on a aussi des reportages d'enquête, un qui explore les risques du gaz de schiste, en prenant l'exemple du Québec qui est assez parlant, et un autre, plus historique, qui revient sur l'utilisation de gaz toxiques par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ah oui, sujet sensible. Très sensible. Et on a aussi des évaluations critiques de projets industriels précis, comme celui de Skikda, des analyses sur l'évolution des réserves de gaz, et puis des infos très fraîches sur l'émergence de la Mauritanie comme nouveau concurrent. Donc une vision assez complète finalement. Oui, à 360 degrés. Éco, technique, environnement, social, histoire, géopolitique. De quoi avoir une discussion nuancée, je pense. Parfait. Commençons par le cœur du sujet, si je puis dire. La situation interne en Algérie. Cette fameuse richesse gazière, elle semble traverser une zone de forte turbulence, non? C'est exactement ça. Le premier signal d'alarme, vraiment très présent dans les sources, c'est un double mouvement, un peu en ciseaux si vous voulez. C'est-à-dire? D'un côté, l'épuisement progressif des réserves de gaz conventionnelles, celui qui est le plus facile à extraire. Et de l'autre, en même temps, une explosion de la demande intérieure. Ah oui, vous avez des chiffres? Oui, quelques chiffres qui donnent un peu la mesure du phénomène. Les exportations de gaz conventionnel algérien, elles ont chuté de manière assez nette. On est passé d'environ 64 milliards de mètres cubes en 2005 à quelque chose comme 45 milliards en 2020. Quand même, la baisse est notable. Oui. Alors bien sûr, les réserves conventionnelles qui restent sont estimées autour de 2300 milliards de mètres cubes. Ça peut paraître énorme, mais... Mais face à une production annuelle qui, elle, tourne autour de 130 milliards de mètres cubes, et surtout, vous parliez de la consommation nationale. Exactement. Et elle grimpe entre 10 et 15% chaque année. C'est considérable. C'est tiré par l'électrification massive du pays. Il faut savoir que 98% de l'électricité là-bas vient du gaz. Et puis par la démographie, tout simplement. Donc même avec ces réserves sur le papier, si la consommation interne continue de flamber comme ça, l'Algérie pourrait épuiser son gaz bien plus vite qu'on pense. C'est ça le point clé. Et ça mène à une projection assez frappante, mentionnée dans une des analyses, la possibilité que l'Algérie doive carrément cesser ses exportations de gaz d'ici 2026 ou au plus tard 2030. Arrêter d'exporter. Pour un pays comme l'Algérie, ce serait... Un retournement complet. Le scénario le plus sombre évoque même la nécessité pour le pays d'importer du gaz pour ses propres besoins. Imaginez le paradoxe. Un pays bâti sur l'export d'hydrocarbures qui deviendrait importateur net de gaz. C'est cette rapidité potentielle de l'inversion qui interpelle, vraiment. C'est fou. Et c'est dans ce contexte, très tendu, qu'un projet industriel majeur, celui de Skikda, est très critiqué dans plusieurs documents. Il semble concentrer pas mal de problèmes. C'est quoi exactement ce projet? Alors, c'est un projet pétrochimique d'envergure. L'idée, c'est de construire une usine pour produire du polyéthylène, la matière de base pour beaucoup de plastique. D'accord. Et le problème, c'est quoi? Le coût? Le coût, déjà, est colossal. Au départ, quand Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, discutait avec le groupe sud-coréen Dalim, on parlait de 5,4 milliards de dollars. Énorme. Ah oui, effectivement. Mais ce qui rend le projet vraiment sensible, c'est sa consommation de gaz. Il est extrêmement gourmand. Oui, j'ai lu ça. Les critiques sont vives sur ce point. Les sources disent que ce complexe pourrait pomper jusqu'à 20% de la capacité d'exportation actuelle de l'Algérie. Ça paraît dingue, non? Surtout quand les réserves baissent et qu'il faut prioriser la conso interne ou les exports à valeur ajoutée. C'est le cœur du problème. Et c'est d'autant plus problématique qu'une condition clé posée par les partenaires potentiels, c'était d'avoir des garanties sur un prix du gaz très très bas, presque subventionné, et sur une durée très longue, 12 à 18 ans. Donc, bloquer une quantité énorme de gaz à bas prix pendant presque 20 ans, alors que la ressource se raréfie. C'est ça la critique forte.
Exactement. Ça pose une vraie question de logique économique et stratégique dans le contexte actuel. Et au-delà de ça, il y a aussi des allégations de mauvaise gestion, de favoritisme même, qui sont relayées. On parle de pression politique forte pour faire passer ce projet, malgré des avis contraires en interne. Oui, y compris apparemment de l'ancien ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar. Son limogeage serait en partie lié à son opposition à ce projet, selon certaines sources. D'accord. Et le favoritisme? Certaines sources évoquent un possible biais envers des entreprises chinoises, Sinopec et CNPC, pour la construction, avec un retard qui aurait été un peu calculé dans l'appel d'offres pour leur laisser le temps de se positionner. Pendant ce temps, d'autres projets d'investissement, jugés plus pertinents, y compris à l'étranger, comme en Turquie, auraient été écartés. Carrément. Une source utilise même le terme de crime économique. C'est fort. Oui, c'est très fort. Ça traduit bien l'idée d'un gaspillage programmé d'une ressource jugée vitale. Bon, face à ce déclin du conventionnel et ces projets controversés, l'Algérie se tourne vers une autre piste, le gaz de schiste. Le potentiel serait immense là-bas, mais là aussi, les sources alertent sur les dangers, non? Surtout ce reportage sur le Québec. Ah oui, tout à fait. Le sous-sol algérien en regorgerait, c'est vrai. Mais l'expérience québécoise, très bien documentée dans ce reportage, met en lumière des risques majeurs. Peut-être rappeler juste rapidement comment on extrait ce gaz de schiste. C'est pas comme le gaz conventionnel. Non, pas du tout. Le conventionnel, il est piégé dans des roches poreuses, des sortes de poches. Le schiste, lui, le gaz est disséminé dans la roche elle-même, qui est très compacte. Donc pour le sortir, il faut fracturer cette roche en profondeur. C'est la fameuse fracturation hydraulique, le fracking. Exactement. On fait d'abord un forage vertical, puis horizontal, pour suivre la couche de schiste sur des kilomètres. Et ensuite, on injecte à très haute pression un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques pour créer des fissures et libérer le gaz. C'est ça, l'hydrofracturation. Et c'est là que les ennuis commencent, d'après l'enquête au Québec. Oui, les risques pointés sont multiples et sérieux. Le premier, c'est la contamination de l'eau, surtout les nappes phréatiques qui alimentent l'eau potable. Comment? Les fluides injectés contiennent des produits chimiques, la liste exacte est souvent un secret industriel d'ailleurs, dont certains sont toxiques, voire cancérigènes, comme le toluène. Ils peuvent migrer vers les aquifères. Et puis, il y a l'eau qui remonte, l'eau de reflux. Ah oui. Elle est chargée non seulement des produits chimiques de départ, mais aussi de substances du sous-sol. Des sels en concentration énorme près de Drummondville, au Québec, ils ont mesuré des taux de chlorure 4 fois supérieurs à l'eau de mer. Et parfois des éléments radioactifs naturels comme le barium ou le radium. Glauque. Et il n'y a pas que l'eau aussi. Il y a aussi les émissions de gaz à effet de serre. Exactement. Le méthane, qui est le composant principal du gaz naturel, s'échappe lors de l'extraction, du transport. Or, le méthane est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2, surtout à court et moyen terme. Et puis, il y a la gestion des eaux usées, ces taux de reflux, des volumes gigantesques, très difficiles et coûteux à traiter. Au Québec, les stations d'épuration étaient dépassées. Il impacte direct sur les gens, sur l'environnement local. Oui, c'est un aspect crucial, souvent sous-estimé. Les opérations, c'est très lourd. Le bruit des machines 24 heures sur 24, la poussière, le balai incessant des camions-citernes, les paysages dégradés. Pour les riverains, c'est la dévaluation de leur maison, le stress, des problèmes de santé signalés, respiratoires, maux de tête et un sentiment d'injustice, d'impuissance. Et transposer ça au Sahara, avec ses ressources en eau souterraine si précieuses et fragiles. Ça fait froid dans le dos. Ça pose crûment la question des compromis, oui. Quels risques environnementaux et sociaux l'Algérie est-elle prête à accepter pour continuer sur le gas pipe ? Surtout que la fracturation hydraulique, rappelons-le, est interdite en France et très controversée ailleurs. Ces défis internes sont énormes, mais l'Algérie doit aussi faire face à un environnement extérieur qui bouge beaucoup. Son client historique, l'Europe, change ses attentes, non ? Oui, clairement. Le paysage énergétique européen a été complètement bouleversé, surtout depuis l'invasion de l'Ukraine. L'Europe cherche à toute vitesse à diversifier ses fournisseurs pour moins dépendre de Moscou. Et l'Algérie, dans ce contexte ? L'Algérie a longtemps été un partenaire clé, c'est vrai, grâce à ses grands gazoducs, le Transmed vers l'Italie via la Tunisie et le Medgaz direct vers l'Espagne. Mais il y a eu cet épisode important en 2021, la fermeture par Alger du gazoduc Maghreb-Europe, celui qui passait par le Maroc. Ah oui, à cause des tensions avec le Maroc. Exactement, et ça a directement réduit les livraisons à l'Espagne et au Portugal. Et
Au-delà de la diversification, l'Europe a de nouvelles exigences environnementales, c'est ça? Un rapport d'Oxfam en parlait. Tout à fait. L'UE, avec son pacte vert, attend beaucoup plus de ses fournisseurs sur le climat. Pour l'Algérie, ça touche 2 points sensibles. La réduction des émissions de méthane. L'Algérie est souvent critiquée pour le torchage, le fait de brûler le gaz en surplus sur les sites, et la traçabilité carbone du gaz importé. La traçabilité carbone, c'est lié à la taxe carbone aux frontières? Oui, c'est lié au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le CBAM ou MAF en français. L'idée, c'est de connaître l'empreinte carbone du gaz dès son extraction. Et l'Algérie a du mal à suivre d'après ce rapport. C'est ce qu'il suggère, oui. Il pointe un manque de cadre réglementaire moderne et incitatif en Algérie, pas seulement pour réduire l'empreinte carbone du gaz actuel, mais aussi pour vraiment accélérer sur les renouvelables et l'hydrogène vert. Le pays a des objectifs ambitieux sur le papier, mais les investissements à grande échelle peinent à se concrétiser. Et ça pourrait freiner sa position de partenaire privilégié pour l'Europe à terme? Ça pourrait, oui. Un signe de ces difficultés à attirer des investissements, c'est peut-être ce récent appel d'offres pour l'exploration qui n'a pas eu beaucoup de succès. Une autre source en parlait. Oui, c'est assez révélateur en effet. Sur 37 compagnies internationales qui avaient montré un intérêt au début, seules 7 ont finalement fait une offre. Et le plus frappant, les majors occidentales, BP, Shell, Chevron, ExxonMobil, elles ont toutes boudé l'appel d'offres. Ah ouais. Et qui a pris les contrats alors? Essentiellement ceux qui étaient déjà là, l'italien Eni, le français Total Energies, le chinois Sinopec. Et un bloc important n'a reçu aucune offre du tout. Alors qu'est-ce que ça dit sur l'attractivité de l'Algérie? Pourquoi ce manque d'enthousiasme? Ça pose question. Est-ce que le potentiel géologique qui reste est jugé moins bon? Est-ce que le cadre fiscal ou contractuel n'est pas assez attractif? L'incertitude réglementaire, y compris sur l'environnement, le climat des affaires en général, sans doute un peu de tout ça. Donc l'Algérie peine à attirer de nouveaux acteurs, de nouvelles expertises. Ça semble être le cas. Ce qui est pourtant essentiel pour relancer l'exploration et maintenir la production. Et cette frilosité, elle contraste fortement avec ce qui se passe juste à côté, Vous pensez à la Mauritanie? sur la Seine gazière. Notamment avec le projet Grand Tortue à Yémim, GTA, ce gisement offshore à cheval sur leurs frontières. Et ça démarre quand? C'est imminent, ou ça a même déjà démarré début 2025, selon les sources. Ils vont produire du GNL, du gaz liquéfié, transporté par bateau. La phase 1, c'est 2,5 millions de tonnes par an, mais ils visent 10 millions d'ici 2028-2030. Et les réserves sont importantes? Oui, pour GTA, on parle de 15 à 25 TCF, c'est l'unité de mesure, trillions de pieds cubes. Et c'est mené par des géants comme BP et Cosmos Energy, avec les sociétés nationales. Pour la Mauritanie, l'impact économique doit être énorme. Ah oui, le FMI prévoit une croissance spectaculaire, peut-être 14,3% en 2025, tirée par le gaz. Ils veulent utiliser cet argent pour diversifier l'économie, investir dans les renouvelables. Et GTA, c'est peut-être que le début. Il y a un autre gisement, Birala, potentiellement encore plus gros. 80 TCF, voire plus. Waouh! Une des sources titrait même « Gaz algérien danger ». C'est direct comme concurrence. Oui, ce titre, il est choc, mais il illustre bien la perception d'une menace sérieuse pour l'Algérie. La Mauritanie et le Sénégal se positionnent comme une alternative crédible, moderne, peut-être plus alignée sur les nouvelles normes européennes, justement pour ce marché sud-européen, Italie, Espagne, qui cherchent à diversifier. Donc clairement, un nouvel acteur régional qui émerge et qui pourrait changer la donne. Oui, on assiste à l'émergence d'un nouveau pôle gazier en Afrique de l'Ouest qui pourrait rebattre les cartes. Et tout ça, bien sûr, ça se passe dans un contexte géopolitique régional compliqué pour Alger. Les tensions avec le Maroc, toujours là, le Sahara occidental, la fermeture du GME. Ça isole un peu l'Algérie, non? Et ça nuit à la coopération Afrique-Europe, d'après SCAKO. C'est un élément clé, oui. Cet isolement relatif, ça influence les relations avec les Européens. L'Italie, par exemple, très dépendante du gaz, joue la carte pragmatique et coopérative avec Alger pour sécuriser le Transmed. Il parle même de relancer le vieux projet Galci via la Sardaigne. Et l'Espagne? L'Espagne, à l'inverse, en se rapprochant du Maroc sur le Sahara occidental, a vu ses relations avec Alger se tendre très fort. Moins de gaz livré, même si le Medgaz fonctionne toujours. Et la France dans tout ça? Les relations restent compliquées.
Toujours un peu en dents de scie. Il y a des tentatives de rapprochement pour la mémoire, la sécurité au Sahel, l'accès aux ressources algériennes, pas que le gaz d'ailleurs, mais aussi des tensions régulières, des désaccords sur des dossiers comme la Libye par exemple. Et on sent même une petite compétition entre la France et l'Italie pour l'influence et les contrats en Algérie. Et la Russie, c'est un autre acteur incontournable. Comment ça se passe entre Alger et Moscou? C'est une relation ambiguë. D'un côté, des liens historiques forts, des gros contrats d'armement, un partenariat stratégique réaffirmé, même si la visite du président algérien à Moscou est sans cesse reportée. Et de l'autre côté? Ils sont concurrents directs sur le marché européen du gaz. Et puis, Moscou joue son propre jeu dans la région qui ne plaît pas toujours à Alger. Accord sur le nucléaire avec le Maroc, présence de Wagner en Libye, c'est un équilibre subtil pour Alger. Et pour couronner le tout, le coup d'État au Niger vient compliquer les projets de gazoduc transsahariens. Tout à fait. Il y avait 2 grands projets en lice pour amener le gaz du Nigeria en Europe via le Sahel. Le Nigal, soutenu par l'Algérie, qui devait passer par le Niger, et un autre projet le long de la côte ouest vers le Maroc. L'instabilité au Niger rend ces méga-projets déjà très complexes, encore plus incertains. Parfois, pour comprendre les sensibilités d'aujourd'hui sur la gestion des ressources, la transparence, les impacts, un détour par l'histoire aide. Une des sources nous ramène à un épisode sombre de la guerre d'Algérie. L'usage de gaz toxiques par l'armée française. Oui, c'est une enquête très fouillée du TV5 Monde. Elle s'appuie sur des témoignages forts, mais tardifs, d'anciens soldats français et sur des travaux d'historiens. Ça révèle que certaines unités françaises ont utilisé des produits chimiques toxiques contre les combattants du FLN cachés dans des grottes. La guerre des grottes, comme ils l'appelaient. Et tout ça couvert par le secret défense pendant des décennies. Les témoignages sont glaçants. Ils parlent de chandelles à gaz, de fumée asphyxiante. Et apparemment, les soldats français eux-mêmes n'en étaient pas épargnés. En effet, certains témoignent de séquelles, pas seulement psychologiques vu la brutalité des méthodes, mais aussi physiques, problèmes respiratoires chroniques. Ils n'étaient pas toujours bien protégés, ni même informés de ce qu'ils manipulaient. L'enquête fait aussi le lien avec la base secrète B2 Namous, au Sahara, où la France aurait testé des armes chimiques et bactériologiques, y compris du sarin, bien après l'indépendance. Jusque dans les années 70. Potentiellement, oui, selon un général algérien cité. Et quel rapport, quel écho cet épisode historique peut avoir aujourd'hui avec les enjeux gaziers? Le lien n'est pas direct, bien sûr, mais la thématique résonne fort. Cette histoire pose des questions cruciales sur l'opacité de l'État, la gestion de technologies dangereuses et surtout les conséquences sanitaires et environnementales à long terme qui peuvent être cachées pendant des décennies. Transparence, évaluation des risques, impact différé? Exactement. Et ce sont précisément les thèmes au cœur des débats actuels sur le gaz de schiste en Algérie, par exemple. D'ailleurs, l'enquête de TV5 plaide pour une ouverture complète des archives militaires françaises sur ce sujet. Bon, si on essaie de rassembler un peu tout ça, quelle image se dégage de la situation actuelle du gaz algérien, finalement? L'image d'un acteur historique majeur de l'énergie, mais qui est vraiment à un tournant critique, sous une pression énorme. De partout. En interne, d'abord. Oui, en interne, les réserves conventionnelles qui s'épuisent plus vite que prévu, la conso intérieure qui explose et menace les exports à moyen terme, des projets industriels comme Skida, censés diversifier, mais qui sont controversés sur leurs coûts, leur dépendance au gaz bon marché, leur gouvernance. Et l'alternative du schiste? Envisagée, mais avec des risques environnementaux et sociaux énormes, surtout au Sahara. Et sur la scène internationale, c'est pas plus simple. La concurrence est là? Oui, concurrence régionale, nouvelle et agressive avec la Mauritanie et le Sénégal. Des partenaires européens plus exigeants sur l'environnement et la transparence. Et une difficulté à attirer de nouveaux investisseurs pour moderniser le secteur. Le tout dans un contexte géopolitique régional instable et des relations compliquées avec les grandes puissances. Donc, si je résume, l'Algérie semble prise en étau. D'un côté, le déclin inévitable de sa rente gazière classique et les dangers ou controverses des alternatives comme Skikda ou le schiste. C'est ça. Et de l'autre côté, une transition vers les renouvelables, l'hydrogène vert. Le potentiel est là, le soleil, tout ça. Mais ça tarde à décoller vraiment, à attirer les investissements massifs nécessaires. Oui, malgré les discours, la concrétisation peine à suivre au rythme voulu. Alors, la question qui reste, et qui dépasse un peu notre discussion d'aujourd'hui, c'est: face à tous ces défis, épuisement des ressources, gouvernance, concurrence, normes environnementales, isolement régional, est-ce que cette richesse gazière qui a fait la fortune de l'Algérie pendant 50 ans
ne risque pas de devenir son fardeau? C'est une question provocatrice, mais pertinente. Quels choix stratégiques, radicaux, peut-être douloureux, s'imposent aujourd'hui pour que le pays ne rate pas le virage de la nouvelle économie énergétique, pour éviter de compromettre son avenir, alors que d'autres acteurs, juste à côté, semblent négocier ce virage avec plus d'agilité? C'est la question à $1 million, comme on dit. Exactement. Une matière à réflexion essentielle, je crois, pour aller au-delà de notre exploration d'aujourd'hui.